Ok. Donc on commence notre dernier cours de la physiologie rénale. Il va s'intéresser aux fonctions tubulaires. Comment, comment est-ce que le néphron est capable de faire les différentes réactions qu'on a déjà vues, les différentes réactions de réabsorption et d'excrétion, afin de modifier l'urine primitive pour avoir une urine définitive. On connaît très bien que l'urine primitive, sa composition en électrolytes et en eau n'est pas la même que celle de l'urine définitive. Donc, nous allons voir au niveau du néphron, de tubes urinifères, quelles sont les différentes voies de convection, est-ce que d'excrétion ou de réabsorption, qui se passent afin d'assurer l'homéostasie qu'on remarque. Donc, le plan, on va voir le tube rénal, les rôles diabolou, les mécanismes, etc. Donc, là, c'est juste le plan. Donc, voilà. Le tubule rénal, donc, comme on a vu, c'est un tube de 6 cm où chemine le liquide filtré. Au début, nous avons un liquide qui contient tout, qui contient une quantité très élevée d'eau, d'électrolytes, etc. Mais au fur et à mesure qu'il chemine au niveau du glomérule, il va subir un ensemble de transformations, un ensemble de changements, soit de réabsorption ou bien d'excrétion, afin d'assurer d'avoir une urine définitive qui n'est pas néfaste pour le corps humain. Parce que si, on a déjà vu que si le glomérule il filtrait tout sans aucun changement, le corps humain pourrait difficilement survivre. Donc, on a vu le tableau comparatif des éléments qui varient de l'urine primitive vers l'urine définitive. Donc, il y a certains éléments qui vont être réabsorbés, donc ils vont diminuer l'urine, et certains éléments qui vont être sécrétés, ils vont augmenter les urines. Donc, les rôles, réabsorption, sécrétion, et les hormones. Les hormones aussi, elles jouent un rôle très très important. Elles jouent un rôle très très important parce qu'elles modifient cette fonction de réabsorption et de sécrétion. Parce que nous savons très bien ceux qui ont déjà vu sémiologie, etc., que certaines hormones, elles jouent un rôle soit antagoniste ou agoniste à la réabsorption d'eau, sodium, potassium, phosphore, calcium, etc. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc voilà. Donc, ce qui peut me donner un exemple de chez hormone من غير هاد الجوج et qui joue un rôle l'angiotensine, quoi d'autre? l'ANF هذاك L'ANF, facteur atrial, كيدير لنا فازوديلاتاسيون vasodilatation, ainsi que excrétion d'eau et de sodium. زيد شي حاجه اخرى الكالسيوم دابا بغيت لي زورمون اللي كيأثروا على الكالسيوم كالتريون باراثورمون كالسيتريول كالسيتونين دونك هادو غنشوفوا لي ديتاي من بعد ديال كيل هرمون في كوا مي تهادو ils agissent sur l'homéostasie ديال الفوسفور et le calcium parce que حنا on a déjà vu que le phosphore il a un sens qui داير مع الكالسيوم بالعكس opposé très bien donc si nous avons une réabsorption de calcium on aura une excrétion et sécrétion de phosphore donc voilà ياسين oui كتسمع الصوت ديال الميت واش تسمع كتسمعوا في لونجسترمون في الستريم ديالي ديال الديسكورد اوكي انا غنحيدو ما تخافش هادشي اللي درت حيت انا نورمالمون كندير ليكرون كامل دونك دابا غنحيد ما غنديرش ليكرون كامل دونك دابا ما تكونوش كتسمعوهم لحد ستريم اخر او شي اوكي un instant ensuite nous avons un ensemble ديال les hormones qui jouent leur rôle comme هنا كيما شفنا هذا هو الكالسيتريول au niveau du tube proximal ils agissent على هاد les différents mouvements ديال les ions ou ou l'eau. Donc, rôle du tubule rénal, processus de retouche tubulaire. Donc, il fait soit une filtration, réabsorption, sécrétion, etc. Dès les différentes molécules, réabsorption, bien sûr, dès les éléments utiles, et sécrétion des éléments indésirables pour s'en débarrasser. Voilà. Filtration glomérulaire, réabsorption et sécrétion tubulaire. Donc, on remarque que au fur et à mesure que le tube, on subit différents changements. Différents changements au niveau de l'urine. L'urine qui est chouli, etc. Au niveau du tube proximal, au niveau du tube distal, etc. ياسين Oui. ياسين داك الفازا ريكتا باش كيصلح واش هو اللي كيدير ريابسوربسيون La vasa recta, c'est le rôle nourricier ديال les cellules باش ما يموتوش كيعطيهم الماكله. هو داك الاخر اللي كاين الفوق كابيلار بيري Tubulaire, non. تيبولار ما عرفتش صبر. Capillaire péritubulaire. ما دابا
صبر. كابيلار بيرتوبيلار هو كده غير هو اللي كيجيو لي غور ديال يرجع دوك لي زيليمون من لي زورين. الفازاريكتا هو اللي نوريسيي. البيريتيبولير فونكسيونيل زعما كيخلي لورين داكشي اللي خرجنا منه يرجع للدم، داكشي اللي حيدنا داكشي اللي سكريتينا كناخذوه من الدم كنخرجوه. دونك فوالا. Donc voilà, nous avons l'artériole afférente, que c'est le capillaire glomérulaire, le peloton vasculaire, artériole efférente. On va le capillaire péritubulaire, qui est toujours en contact avec le tubule et va subir soit une sécrétion ou bien réabsorption. Sécrétion, quand on les éléments mène le sang pour aller vers l'urine définitive, ou la réabsorption, elle revient vers le sang. Donc lumière, cellule tubulaire, interstitium, capillaire péritubulaire. Donc quand je mets la lumière, donc l'urine, quand je mets cellule, interstitium ou que ترجع vers le sang. هذه في حالة réabsorption. Si on veut réabsorber مثلا le glucose, les glucides doivent être réabsorbés parce qu'ils sont utiles pour le corps humain. Cellules tubulaires différentes, donc portion tubule. La portion tubule, elle fait des mouvements différents. Donc, nous avons des types de cellules différentes, comme on se rappelle dans l'histologie. Au niveau du tube, quand on est distal, qu'est-ce qu'on a les là, tu es proximal qui a les microvillosités bordure en brosse. Au coulement radine, il différencie la morphologie des cellules. Dans le tube, quand on est distal, les différences sont banales. Que tu voulais les microvillosités banales. Mais l'anse de Henle, si nous sommes dans le segment grêle, qui est aplati, si nous sommes dans le segment l'autre, qu'est-ce qu'on a cellules cubiques. Donc, nous savons. Donc, oui. Les mitochondries servent à quoi? Servent à la production d'énergie. Avec l'énergie, ça fait l'activation des pompes N plus K plus. وبالتالي هما اللي غيبرميو لك يعني لا réabsorption ديال لا ماجور بارتي اللي كتكون عندك يعني ديال الفيتخا اللي كطرا ليها réabsorption يعني au niveau ديال التيكوتوني فيمور. Très bien, non? Voilà, comme on a vu, alors nous avons plusieurs pompes NA, K, ATPase. Et comme le nom l'indique, ils ont besoin d'énergie pour travailler, afin d'assurer la réabsorption ou bien sécrétion des ions, Na ou le potassium. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'énergie. Et qui me Yassine, les cellules, on remarque beaucoup de mitochondries pour fournir cette énergie. Donc on continue. Réabsorption tubulaire. Donc voilà, nous avons la partie qui doit être réabsorbée. Les ions kamlin, chlore, sodium, potassium, les glucides, l'urée ou l'acide urique. Une partie va être réabsorbée. Donc lumière tubulaire, cellule tubulaire, interstitium pour revenir ensuite au niveau du capillaire dans le sang. Réabsorption nette journalière. Donc nous avons le 92% de l'eau est réabsorbée, 92% de sodium est réabsorbé et la même chose pour le chlore. Le bicarbonate, tout l'eau il est réabsorbé, le potassium une partie et l'urée encore moins. La sécrétion. Pour la sécrétion, nous avons une légère quantité de l'ammoniac ou l'acide hippurique qui dans les urines. Pourquoi, à votre avis? هذا الجواب يقدر محمد كتي معنا البارح في الاخر ديال الفيزيولوجي غنال. دونك هاد pourquoi avons-nous une sécrétion ديال هاد les éléments؟ اللي يقدر يجاوب يجاوب. هو اللي قلنا شوفوا هذاك ادم واش عارف علاش عندنا une sécrétion ديال les éléments؟ سير حيت قلنا لامونياك كيساهم في دو تيير ديال ليكسكريسيون ديال اش بلس. دونك ضروري كيدير لامونياك يكون كيخرجوه باش يسحب هذاك اش بلس ويخرج لك هذاك ليكسي ديال لاسيد. ولكن انا جاوبك دابا كاين لاسيد كربونيك ياك؟ لاسيد كربونيك كيخرج في لي زورين ولا لا؟ لاسيد كربونيك تلقى داخل السيلول داخل السيلول كيتبع داك السيكل ياك نتبع معايا لحد الان. بوركوا هذاك لاسيد كربونيك كيبقى دائما في لو سيكل؟ تلقى تما باش يعطيك داك سميتو البيكربونات ولا اش بلس. تري بيان. البيكربونات و اش بلس. والبيكربونات شنو كيدير من بعد الغان البيكربونات؟ كيدخلوا كيدير لو ستون كيريابسوربي كيرجعوا للدم. سي تري تري امبورطون. لو غان il réabsorbe tout le bicarbonate et puisqu'il réabsorbe tout le bicarbonate خصك l'équivalent شي حاجه اللي يخرج في بلاصتو. اللي يخرج في بلاصتو هما هاد لي دو éléments l'ammoniac ou l'acide hippurique. Ce sont des acides qui vont capter هذاك ال H+ ديال l'acide carbonique pour l'excréter. حيت l'H+ c'est un déchet. L'excès ديال H+ c'est un déchet اللي كيجينا من الماكله etc.
il doit être excrété au niveau des urines. Mais le bicarbonate, il est important pour le corps humain. C'est pour cela que l'équivalent de bicarbonate qu'on va réabsorber, il va être excrété sous forme d'ammoniac ou l'acide hypurique pour capter le H+. Donc voilà, structure participant au fonctionnement tubulaire. Donc nous avons la membrane, les cellules, la membrane basale, etc. Le capillaire, la lumière, etc. Donc nous avons les mouvements, soit on met la lumière vers le capillaire pour une réabsorption, ou bien met le capillaire vers la lumière en cas de sécrétion et excrétion. Donc voilà, les mécanismes fondamentaux du transport. Donc mécanisme du transport tubulaire, la membrane plasmique, elle est imperméable. Imperméable à l'eau et à l'électrolyte dans certains endroits. ماشي دائما الميكانيزم de transport tubulaire لقينا ان كاين la première partie ديال le glomérule, la diffusion elle se fait d'une manière passive. Par contre dans d'autres parties elle se fait d'une manière active. Donc mécanisme actif avec consommation d'ATP bien sûr. Donc soit transport actif primaire, la pompe ATPase, ou bien réabsorption active secondaire, ou bien sécrétion active secondaire, ou contre-transport. Donc là, on utilise une énergie pour faire sortir une molécule contre le mouvement, contre le gradient. Ensuite, nous avons le mécanisme passif. Le mécanisme passif sans consommation d'ATP, notamment le gradient de concentration, ou bien pour garder l'électroneutralité. Dans ces deux cas, nous avons une énergie déjà disponible, qui aide les molécules à se déplacer soit vers la lumière ou bien vers le capillaire. Donc ça cause un mécanisme passif, pas besoin d'ATP. Par contre le mécanisme actif, il se fait contre le gradient. Donc nous avons besoin d'ATP pour aller contre le courant. بحال في البحر فاش كتجي موجه دفعك اذا مشيتي معاها راه انت تقدر ما تتحركش وغتمشي لديك الجهه. Par contre بغيتي تمشي contre la vague خاصك تبدا تدفع بالجهد اكثر que la normale. Donc nous avons besoin d'énergie. Et l'osmose, on parle de mouvement de l'eau. L'eau, bien sûr, on connaît très bien le courant, le sens du mouvement de l'eau, lequel du moins concentré vers le plus concentré. Donc, s'il veut suivre le courant, il va se faire d'une manière passive. Les mécanismes du transport tubulaire, principal moteur de tous les transports tubulaires, donc un transport actif, dû à les canaux ATPase. Donc consommation d'énergie, elle se fait contre le gradient. Donc l'ATPase, il est capable d'échanger un potassium avec deux potassium avec 3 sodium. L'ATPase, il se trouve au niveau du pôle basal de la cellule tubulaire. Donc puisqu'on parle du pôle basal, on est de quel côté? À gauche, on va trouver quoi? Le capillaire. On va trouver le capillaire parce que la différenciation apicale, elle se trouve au niveau de la lumière. De la lumière, les urines. Donc baisse de la concentration intracellulaire de sodium. Donc sodium, puisqu'il sort, il revient vers le sang, il diminue. Et on connaît très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il fait sortir combien de sodium? 3 molécules de sodium. Pour combien de potassium? 2. Donc est-ce que la valeur électrique est la même? Non. Donc on perd quoi? Qu'est-ce qui perd la positivité? اللي كيخرج ال Na+. Donc c'est l'intérieur de la cellule qui perd son sodium. Donc on trouve qu'à l'intérieur de la cellule, on a une accumulation d'une négativité. Donc ça crée un gradient électrochimique. Et à votre avis, le gradient électrochimique, qu'est-ce qu'il va faire après? Donc il va générer un mouvement, un flux, un gradient qui va laisser un mouvement passif. Pas besoin d'énergie. Donc voilà. Donc c'est ce qui se passe. Là, on a une pompe عادية qui n'a pas besoin d'énergie, qui n'a pas besoin d'ATPase. Le sodium, il va revenir à l'intérieur de la cellule pour excréter le potassium. Parce qu'on a le gradient, donc ça rend les mouvements passifs. فهمتوا دابا هذا التسلسل الاول il est actif, mais puisque l'actif qui بدا يخدم ça cause un gradient qui est capable de générer un mouvement passif. Vous avez compris? Oui. Très bien. Donc voilà. Absorption active secondaire ou cotransport. C'est un autre type de mouvement.
c'est une molécule qui كتبع une molécule d'une manière passive. D'abord, la première molécule, le sodium, il rentre d'une manière passive. Mais le mouvement, le flux des ions, ça génère de l'énergie. Cette énergie est capable d'être utilisée par une autre molécule pour entrer تحية معها. Elle n'utilise pas l'énergie de l'ATP. Elle utilise l'énergie ديال هاد les mouvements ديال les ions. حيت الضوء شنو هو؟ الضوء راه هو الموفمون ديال les ions. La fibre optique, le bola ديالك etc. Alors c'est le mouvement des lésions في داك السلك. Donc le mouvement des lésions ça génère de l'énergie. Donc pas besoin d'ATP dans ce cas. On a besoin seulement de l'énergie de l'ion qui suit son gradient. Et maintenant on a un cotransport, un symport. Donc le glucose qui est active. Mais ça n'utilise pas l'énergie d'ATP, ça utilise une autre énergie. اكتيف كيقولوها بحال قلتي اكتيف هي كنزل ماشي بون هذيك سميتو كونتر لو غراديون طالع ستون بون هذيك هو يعني يستعمل داك الانرجي ديال الان بلس ديال لي زيون ديال ان بلس. الان بلس الان بلس راه شنو بلي كيدخل دون مانيير باسيف من البول ابيكال كيدخل دون مانيير باسيف. Donc فاش كيدخل ça génère de l'énergie. Sécrétion active ou contre-transport. Tu vois, c'est la même chose. L'entrée passive du sodium, ça génère de l'énergie. Et dans ce cas, on peut utiliser cette énergie pour faire sortir les ions hydrogène. Ça va? L'antipore. Là, quand tu m'y Sympore, quand on كيتبعوا سامبور جوج لو سامبور جوج نوع لو سامبور نسيت الاخر. ما كانش لا سامبور هو اللي هو المعاكس المهم لا سامبور جوج بيولوجي راه داز على شي مده. Absorption passive من بعد. Elle se fait d'une manière naturelle. L'eau, il suit le sodium. Réabsorption transcellulaire. Osmose. Donc absorption passive de l'eau ou l'osmose, réabsorption transcellulaire en présence de l'ADH. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons plus le sodium qui يدخل, plus les concentrations elles augmentent dans les milieux. Et donc l'eau automatiquement, il va alors se déplacer et le sodium parce qu'il va suivre les concentrations, les gradients de concentration. Il passe les urines, le moins concentré, d'une manière passive, pas besoin d'énergie, vers le milieu le plus concentré. هذا هو صافي ياك نقول لك صافي الفينومين دوسموز. ايش كنتي باغي تقول؟ هذاك اللو كيدخل ترانسيلر و انترسيلر ما بين لي سيلي اي فوالا réabsorption paracellulaire etc. D'abord absorption passive من بعد si nous avons un ion positif qui يدخل automatiquement nous aurons besoin d'un ion négatif qui va équilibrer qui va garder l'électroneutralité. Donc le sodium qui يدخل d'une manière passive, il est automatiquement suivi d'un ion négatif d'une manière passive. Pas besoin d'énergie. Donc on parle alors absorption passive ou diffusion passive pour garder l'électroneutralité. Ça va? Donc vous comprenez un peu quelles sont les règles qui contrôlent les mouvements au niveau du tubule pour garder quelles sont les règles comment vont se faire les flux de réabsorption, sécrétion, etc. Un peu. Donc voilà, les règles donc on va voir les segments comment se différencient au niveau du tube contourné proximal, distal, anse de Henle, le tube collecteur, etc. Donc bien sûr nous avons différentes portions du tube. Chaque portion du tube elle a des lois différentes. Donc un instant s'il vous plaît. Donc voilà, on a déjà vu hier qu'au niveau de différents tubes des tubules, nous avons des perméabilités différentes. Donc on va voir, maintenant on va se rappeler les caractéristiques. Donc l'épithélium du tubule proximal, il a une activité métabolique intense. Parce qu'on connaît très bien que la majeure partie de la réabsorption se fait au niveau de cette partie, au niveau de ce compartiment, de ce segment. 65% de l'eau, des électrolytes, etc. Parce qu'on connaît très bien que l'urine primitive, elle contient quoi? Elle contient tout.
Donc, on doit réabsorber une majeure partie de ce qu'on a excrété, filtré initialement. Donc, grande quantité des mitochondries, transport actif extrêmement rapide, et 65% de cette urine primitive, filtre glomérulaire, est réabsorbée. Donc, majeure partie de sodium, eau, glucose, bicarbonate, acide aminé. Donc, tout ce qu'on a initialement filtré, on doit le réabsorber. Ça va? Vous me suivez le Très bien. Donc, bordure en brosse très développée, afin d'assurer des surfaces d'échange très étendues, riche en protéines de transport et de cotransport. Donc, épithélium proximal. Donc, voilà, donc les pompes Camlin qu'on a vues, elles existent à ce niveau-là. Les cotransports, antipores, le chlore qui suit le sodium, les pompes Na, potassium ATPase, etc. Donc, segment de grêle de lance de Henle, maintenant. Il se caractérise par quoi? Pas de bordure en brosse, très peu de mitochondries, donc nous sommes dans le segment grêle. Le segment, l'épithélium, il est comment? Il est aplati, pavimenteux. La partie descendante de ce segment est très perméable à l'eau, mais la partie ascendante est presque imperméable à l'eau. On a déjà vu ces différents changements, si vous vous rappelez de ce schéma. Donc, si vous vous rappelez de ce schéma. Voilà. La quantité d'eau, comment elle varie. Donc, en descendant, l'osmolarité, elle augmente. Et en montant vers le haut, l'osmolarité diminue. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, au niveau du tube descendant, l'eau, il sort, il est réabsorbé. Mais à ce niveau-là, ce sont les électrolytes qui vont être réabsorbés. Donc, c'est ce qu'on a déjà vu au niveau du tube rénal précédemment. Donc, on va le revoir maintenant. Donc, la partie ascendante est imperméable à l'eau, mais elle est très perméable au chlore, sodium et à l'urée. Donc, nous allons alors réabsorber les électrolytes. Donc, on a déjà vu ce schéma. Au niveau de la partie descendante, c'est l'eau qui... Donc, c'est l'eau qui sort, et au niveau du tube ascendant, ce sont les électrolytes qui vont sortir. Comme on le remarque, NaCl, etc. Donc, ça cause un gradient de concentration cortico-médulaire. Au niveau de la zone corticale, nous avons une concentration de 300 milliosmoles et médulaire, nous avons 1200 milliosmoles. Une différence de cette concentration. Et au niveau de l'anse de Henle, on réabsorbe 15 à 20% du filtrat. Donc, 65 plus 15 ou bien 20, ça nous donne combien? 80-85%. Donc, la partie restante, elle va être absorbée au niveau du tube contourné distal et au niveau du tube collecteur. Segment épais de l'anse de Henle, segment particulièrement adapté à la réabsorption active des ions. Elle est imperméable à l'eau. 3/4 de tous les ions sont transportés vers l'interstitium, etc. Donc, début du tube distal. Donc, cette dernière partie, le début du tube distal, il est similaire à l'anse de Henle, le segment ascendant. C'est un segment de dilution. Il est similaire. Donc, il va continuer à réabsorber les électrolytes. Presque les mêmes caractéristiques que le segment épais contribue, comme la partie épaisse, la dilution du liquide tubulaire. Par contre, la fin du tube distal et canal collecteur cortical, nous avons dit au début du cours que nous avons un élément qui fait varier le comportement du tube rénal. Lequel? Les hormones. Les hormones. Donc, c'est cette fin du tube distal et canal collecteur cortical, ce sont eux les parties qui sont sensibles aux hormones. Donc, perméable à l'eau en présence de l'hormone antidiurétique. Réabsorbe fortement le sodium sous la dépendance de l'aldostérone. Les cellules intercalaires qui sécrètent l'hydrogène par sécrétion active primaire, etc. Donc, ce dernier segment du cordon néphrotique, il est sensible aux hormones. Donc, ajustement, volume et composition définitive de l'urine, excrétion d'ions hydrogène et régulation équilibre acido-basique. Donc, 4 fonctions. Réabsorption de l'eau en fonction de la DH, réabsorption de sodium en fonction de l'aldostérone, sécrétion de potassium, ça dépend aussi de l'aldostérone, parce qu'on connaît que le sodium, il a un sens opposé au potassium.
Donc si on absorbe beaucoup de sodium, on va alors sécréter le potassium. Mais si on n'absorbe pas de sodium, donc on ne va pas sécréter de potassium. Et la sécrétion d'hydrogène, toujours. L'hydrogène, il est toujours sécrété et excrété au niveau de l'urine. Soit sous forme libre, mais la forme libre, elle est non significative. Et ensuite, les deux autres formes qui nous restent, l'ammoniac et l'acide hypurique, l'autre acide. Donc voilà, en résumé, un tableau de ce qui se passe au niveau des différents segments. Donc, au niveau du tube, quand on est proximal, on a une réabsorption de toutes les molécules. Donc, réabsorption de sodium, potassium, eau, glucose, bicarbonate, chlore. Soit sous forme de diffusion passive ou bien diffusion active. Ensuite, au niveau de l'once de Henle, la branche descendante, elle absorbe seulement l'eau. Et la branche ascendante, elle réabsorbe les électrolytes. Et ensuite, le tube contourné distal et le tubule collecteur, ils dépendent des hormones. Soit l'aldostérone, la DH, etc. Donc, ça va jusque-là? Très bien. On continue. Donc, voilà un schéma qui résume le natchi kamel. Voilà, réabsorption des électrolytes, l'eau, réabsorption de l'eau seulement, réabsorption des électrolytes seulement, et ensuite le tubule distal qui dépend le tubule distal et tube collecteur qui dépend des hormones. Donc, effet de la charge tubulaire et du TM. Je ne sais pas c'est quoi TM, sur la composition de l'urine. Donc, charge tubulaire. C'est quoi la charge tubulaire? C'est la quantité de substance totale qui est filtrée à travers la membrane glomérulaire par minute. Donc, autrement dit, la charge tubulaire, c'est le débit de filtration glomérulaire fois la concentration plasmatique. Donc, le débit de filtration glomérulaire, nous avons déjà vu sa formule. Qui peut me rappeler de la formule de l'DFG? A fois P. Ah, il y a la surface. La A fois P, ça nous donne le coefficient de filtration. Coefficient de. C'est la. Il y a D. C'est لا 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 اسكت يا محمد ادم. Quelle est l'unité du coefficient de filtration? Dit A fois P اللي قلتي يلاه دابا. L'unité ديالو. Mol par millimètre de mercure. Très bien. Mol, ماشي mol, millilitre. C'est volume. Volume par minute par millimètre de mercure. Le débit, quelle est son unité? Unité de volume sur unité de temps. Donc, autrement dit, millilitres par minute. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Millilitres par minute est égal à le coefficient de filtration. C'est volume par minute par pression. Donc, qu'est-ce qui nous reste pour avoir l'homogénéité des unités? C'est travail sur pression. KF fois une pression. KF fois une pression. Et cette pression sera laquelle? Si il dit que. Le flux. Le flux. Très bien. Le flux. Le flux efficace, il est déterminé par quoi? La somme des pressions kamlin au niveau du capillaire. Quelles sont les pressions? Soit la pression osmotique et la pression, on parle oncotique dans ce cas. Oncotique et la pression hydrostatique. Donc nous allons faire quoi? La pression hydrostatique, le tube, le capillaire, oui c'est ça, le capillaire, moins la pression hydrostatique, le glomérule, moins la pression oncotique. Donc ça nous donne la somme comme la pression efficace multipliée par le coefficient de filtration est égal à DFG, le débit de filtration. Donc le débit de filtration multiplié par la concentration plasmatique va nous donner la charge tubulaire d'une substance في l'urine primitive. Ça va? Donc voilà, la charge tubulaire le glucose a une concentration plasmatique de 1 mg par millilitre. Donc voilà, on connaît très bien que 125 il y a la valeur normale du débit de filtration glomérulaire. Nous avons vu qu'il varie il varie sous différentes conditions, l'âge, etc., la surface corporelle, mais 125 il y a la normale. Donc on l'a multiplié ensuite par la concentration plasmatique de glucose et on trouve que la charge tubulaire du glucose بوحدو c'est 125 mg de glucose par minute. Donc il va faire passer 125 mg de glucose par minute dans l'urine primitive.
Ça va? Ensuite, dans une autre application, c'est le sodium. Il va faire passer cette quantité de sodium par minute. Ça va? Vous avez compris un peu maintenant la charge tubulaire. Donc, la charge tubulaire... Non? قادر خرج. قادر يخرج. Oui, oui, oui. Donc, autrement dit, la charge tubulaire, c'est la fraction de هذيك الموليكule par rapport au débit de filtration glomérulaire total. Donc, نشوفوا exactement combien ديال un seul élément اللي كاين من هذاك الديبي de filtration glomérulaire. Parce que le débit de filtration glomérulaire, c'est la somme ديال كلشي. L'eau, les électrolytes un par un, les molécules, etc. Donc, la charge tubulaire, c'est spécifiquement un seul électrolyte ou un seul élément. Vous avez compris d'abord la charge tubulaire, c'est quoi par rapport au DFG? Voilà. L'équivalent, c'est une unité qui concerne les ions. Au small, on parle d'équivalent. Mais en bref, équivalent, il prend en considération la quantité des charges. Maintenant, le calcium, c'est A2+, غتلقى عنده le double ديال l'équivalent par rapport au sodium. Donc, charge tubulaire maximale, d'abord le TM, le transfert tubulaire maximal. Il correspond au débit maximum de substance transférée, réabsorbée ou sécrétée activement par le tubule. Il correspond aux capacités maximales du système de transport spécifique de la substance dans les cellules épithéliales tubulaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle est la capacité des cellules, des tubules à réabsorber ou sécréter une molécule. Donc, je vais vous demander une question. Si nous avons une charge tubulaire très 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 élevée et un transfert tubulaire très bas, à votre avis, comment sera l'urine définitive? Ok. Donc, le transfert tubulaire maximal, il correspond à la capacité des cellules épithéliales, le néphron, à échanger les électrolytes, réabsorber ou bien excréter. Yak. Donc, فهمتي شويه دابا شنو الترانسفير تubulaire maximal. هو هذوك les échanges. Ou la charge tubulaire c'est quoi? C'est شحال ديال الكميه اللي كتدخل في l'urine primitive. Yak. Donc, j'ai demandé une question. Si nous avons une charge tubulaire très élevée, yak, et un transfert tubulaire maximal très bas, yak, comment sera l'urine définitive? نعم. تكون كونسونطري بداكشي اللي غيتفلتر اللي يتفلتر بالكلوميرول. صبر نهضر مع ادم شويه. ادم غاقول خطا راه ماشي مشكل اصاحبي. خطا احسن من تبقى ساكت. نعم. زعما ديلي لحقاش الماء ما غاديش يتريابسورب ولكن لا ما عندوش عرق. بالعكس هادشي عنده عرق غير داك لي زيون وداكشي. يعني العكس تكون كونسونطري. C'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? حيت دابا لي زيشونج اللي شفنا الترانسفير تubulaire ماكسيمال الجواب بعدا صحيح هو الجواب ديال محمد غتكون بحال l'urine primitive. L'urine définitive elle sera la même que l'urine primitive. حيت les échanges ne se produiront pas. L'eau il ne va pas sortir ou les électrolytes ils ne vont pas sortir. Donc ما غاديش تبقى كونسونطري وما غاديش تكون diluée. غتبقى بحال l'urine primitive. Rien ne va varier. فهمتي دابا شويه ادم؟ راك دابا التفكير ديالك الي لوجيك مي غير انت بحال قلتي شفتي غير اوني ديمونسيونيل شفتي غير الماء مي نو خصك تشوف راه بلي ان لي زيليمون كاملين تحت فيهم ما غيخرجش تحت فيهم ما غيدخل. Donc la réponse correcte c'est que l'urine définitive elle sera exactement la même que l'urine primitive. Et dans ce cas à votre avis on est dans quelle maladie? Insuffisance rénale. Très bien. L'insuffisance rénale. ماشي l'insuffisance rénale. زعما ماشي اسمح لي ماشي l'insuffisance rénale. C'est حيت l'insuffisance rénale c'est le débit de filtration اللي كينقص. Donc la charge كتنقص. Nous sommes dans شو سميت؟ ما سميتها. نعم؟ اسمع لي ياسين. دونك اليوم سؤال عارف شنو هي الشارج تيبيلير يا ياسين؟ مي
هادشي اللي مكتوب راه ماشي شي وعندي ذاك هو السؤال هذا نشوفو. لا قلت لهم غير في حالات كان عندنا اون شارج tubulaire élevée et un transfert tubulaire maximal bas ضعيف. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau du rein? La réponse هي ان l'urine définitive بحال l'urine primitive. حيت les changements au niveau de l'urine ne vont pas se passer primitive, mais ما يكونش داك réabsorption ou sécrétion. Donc dans ce cas on aura des protéinuries, des cétonuries, داكشي كامل اللي كنعرفو. Donc هنا nous sommes dans une atteinte, une mort, une nécrose ديال le tissu, etc. Les cellules ما كيبقاوش épithéliales n'exercent plus leur fonction. L'insuffisance syndrome سميتو syndrome néphrotique. شكرا. Donc نعم. Ok. Donc voilà, donc nous sommes dans le syndrome néphrotique. ماشي l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale c'est l'inverse. غتلقى عندك مثلا une charge tubulaire très basse. ما كيدوز والو الدم كيخلي عنده les déchets كاملين. Voilà. Charge tubulaire, donc débit urinaire égal à la charge tubulaire moins le transfert maximal. Et le transfert maximal, il y a la quantité qu'on va échanger, réagir dans le sang. Donc le débit urinaire, le débit qui va réellement sortir, il y a la charge tubulaire, ce qui est entré dans les urines, ناقص ce qui va être réabsorbé. Voilà. Ça va, vous avez compris d'abord les relations. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le débit urinaire de chaque élément. Parce que c'est lui qui va nous déterminer si nous aurons une présence dans les urines ou non. Donc là, nous avons la charge tubulaire بالمقارنة مع TM, la glycosurie. Donc dans une charge tubulaire normale, عندنا pas de glycosurie, zéro. Mais dans le cas de la charge tubulaire, elle continue à augmenter. La charge tubulaire, elle augmente. Elle va alors dépasser le transport maximum. Elle va être supérieure au transport maximum. Qu'est-ce qu'on veut dire? مثلا انا نقدر مثلا نراقب 30 واحد. اذا عطيتيني قسم ديال 20 étudiants pas de problème نقدر نراقبهم كاملين. قسم ديال 30 étudiants pas de problème نراقبهم كاملين. قسم ديال 40 étudiants غيكونوا certains étudiants اللي ما نقدرش نراقبهم. دونك يقدروا يغشوا يقدروا يديروا شنو ما بغاو. C'est ce qui se passe ici. Le transport maximum, il est capable de réabsorber 300 mg par minute. Là, on dépasse on va remarquer une augmentation très élevée de la glycosurie. Le glucose, alors, il va passer vers les urines d'une manière excessive. Voilà, c'est exactement ça, c'est pour cela que le diabète, quand tu as une glycosurie, c'est tonuré ou des choses comme ça. Qui augmente au niveau du sang et pour filtrer راك يمشيو le rein, donc le rein شوي مع الوقت كيتعذب etc. plus que le glycémie كتطلع plus le glycosurie كتطلع. Donc seuil de concentration plasmatique, on parle alors d'une notion de seuil. Le seuil c'est le maximum les fines le rein est capable de filtrer sans problème. La glycosurie ما كتبانش. Mais là les fines on dépasse le seuil, on a apparition d'une glycosurie. Donc voilà, toutes les substances ayant 1,8 grammes par litre. Donc voilà, au final, هادشي اللي عندنا filtration excrétion. La somme ديالهم كتعطينا réabsorption, comment elle se fait. Mais lorsqu'on dépasse le seuil, la réabsorption est dépassée. Et dans ce cas, nous aurons alors une excrétion élevée. Donc présence ديال le glucose في les urines. Glycosurie. Ça va? Donc fonction endocrine rénale. Ensuite, nous avons certaines hormones اللي كيأثروا على l'activité ديال les tubules. Calcitriol, érythropoïétine, rétine, etc. Donc, on va voir une à une. Donc, le rein est aussi une glande hormonale, rôle endocrinien, qui sécrète certaines hormones, notamment des hormones comme la rénine pour réguler la pression artérielle, l'érythropoïétine pour réguler la sécrétion des globules rouges, et le métabolisme phosphocalcique par le calcitriol. L'érythropoïétine, donc c'est une hormone glycoprotéique, facteur de croissance hématopoïétique, régule la production des globules rouges en fonction des besoins en oxygène. Lorsqu'on détecte une hypoxie, on va stimuler la sécrétion d'érythropoïétine qui va alors stimuler la sécrétion des globules rouges pour compenser l'hypoxie. Voilà, l'hypoxémie artérielle secondaire, le rein possède un capteur d'oxygène, donc il peut ressentir si l'oxygène a diminué.
Donc l'érythropoïétine, elle va alors aller vers la moelle osseuse et stimuler l'érythropoèse. Donc voilà, hypoxie, rein, érythropoïétine, sécrétion d'érythropoèse dans la moelle osseuse, globules rouges. Alors on augmente le transport d'oxygène. Donc on va se débarrasser alors de l'hypoxie. Donc d'abord le cycle. Vous avez compris? Pas de problème, je pense, à ce niveau-là. Ensuite, l'érythropoïétine, le rein, on produit normalement 80 à 90%. Site de production qui connaît cellules fibroblastiques péritubulaires. Donc la masse érythrocytaire. Donc la quantité de le globule rouge, ça donne une idée sur est-ce qu'on a assez d'oxygène. Si le rein il détecte une anomalie, il va alors sécréter l'érythropoïétine. Elle accélère les étapes de l'érythrogénèse jusqu'à ce que le nombre de globules rouges soit suffisant. Voilà, EPO. Il stimule la lignée érythrocytaire. Mais chez les autres lignées, parce que nous avons vu qu'au niveau de l'hématopoïèse, il existe plusieurs lignées. Il existe certains facteurs qui sont généraux, qui peuvent stimuler l'hématopoïèse d'une manière générale, et certains facteurs spécifiques, comme l'érythropoïétine, qui stimule spécifiquement la lignée érythroblastique. Voilà. L'érythropoïétine, elle stimule d'une manière spécifique la lignée érythroblastique, CFUE, BFUE, etc. Donc l'érythropoïétine, donc elle va stimuler la lignée érythroblastique pour nous donner des réticulocytes, qui va nous donner ensuite les globules rouges. Le calcitriol. Donc le calcitriol il est de la molécule معقدة اللي شفنا ديك 1,25 OH. هو le calcitriol. Donc cette hormone, c'est une hormone sécrétée par le rein, excrétion rénale, donc sécrétée par le rein, qui joue un rôle très très important pour réguler les mouvements du calcium et du phosphore. Donc le cholécalciférol, vitamine D, est formé dans l'épiderme par la photosynthèse, etc., sous l'influence des ultraviolets, pour se transformer ensuite en cholécalciférol, vitamine D3 inactive, qui va ensuite au niveau du rein devenir active. Bon, le foie, il va le transformer en calcidiol inactif, et au niveau du rein, il va devenir calcitriol actif. نعم محمد قلت شي حاجه ok. Donc nous avons 25 hydroxylase. La première hydroxylase 25 OH, elle se produit au niveau du foie. Et la deuxième, il y a 1 alpha hydroxylase, elle va se produire au niveau du rein pour avoir au final le calcitriol actif. Donc le calcitriol, il va augmenter la calcémie. Et il va alors automatiquement faire quoi au niveau de la phosphore? Le calcitriol, c'est une exception. Le calcitriol, il augmente la calcémie et la phosphorémie. C'est une exception. هذه كنت شفت البارح في بيوشيمي كلينيك راه كيقولوا راه بلي الكالسيتريول il est capable d'augmenter les deux. Donc stimulation de l'absorption intestinale du calcium, inhibition de la synthèse de la parathormone. Donc rétrocontrôle. Stimulation de l'activité des ostéoclastes pour assurer une résorption osseuse, donc on augmente la calcémie. Et stimulation des ostéoblastes, formation de la matrice osseuse. Donc les mouvements pour régénérer l'os. Donc voilà, pour régénérer l'os. Donc le calcitriol, c'est une hormone très très importante dans le corps humain. Et ensuite, nous avons la rénine, qui est la dernière hormone sécrétée par le rein, qui joue le rôle très très important dans le système rénine-angiotensine. Donc protéase acide, poids moléculaire très élevé, dans l'appareil juxtaglomérulaire. Elle est capable d'adapter la pression artérielle et de la volémie. Donc la pression artérielle basse, elle sécrète elle stimule la sécrétion de la rénine. Stimulation nerveuse sympathique, elle stimule la sécrétion de rénine. Par contre, l'angiotensine 2, elle exerce un rétrocontrôle négatif. La rénine, elle est libérée et sécrétée à partir des granules, synthétisée de nouveau et sécrétée. Donc la rénine, elle fait partie de l'une des hormones sécrétées par l'appareil juxtaglomérulaire. Donc les 3 types de cellules. وحده منهم كتسكريتي لنا la rénine. Donc la rénine, qu'est-ce qu'elle fait? La rénine, elle est capable de nous activer l'angiotensinogène en angiotensine 1 grâce à la rénine. Et ensuite l'enzyme de conversion, elle va le transformer en angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, elle est très très importante dans le corps humain parce qu'elle est capable de faire quoi? 2 rôles, 2 choses. اللي هما أول وحدة vasoconstriction, ensuite
Et l'aldostérone, elle va faire quoi? Attention. Rétention hydrosodée, hypervolémie. Donc elle va augmenter pour au final augmenter la pression artérielle. Donc le rôle de tout cela commence d'abord par la rénine. Donc voilà. Action libérateur, effet vasopresseur, contrôle des réservoirs, sécrétion d'aldostérone, rétention hydrosodée, contrôle des volumes liquidiens, régulation à long terme. Donc voilà. C'est tout ce qui concerne notre dernier cours de physiologie rénale. Est-ce que vous avez des questions là? Pas de problème. Donc voilà, on va s'arrêter ici.